lors du déjeuner de la fête des mères, elle a dit « Je suis fière de tous mes enfants, sauf du perdant assis à table ». Tout le monde a ri. Je me suis levé, j'ai posé une boîte noire sur la table et j'ai dit « Pour toi, maman. Bonne fête des mères ». Puis je suis sorti, j'ai repris la voiture de luxe que je lui avais offerte, et quelques instants plus tard, elle a crié lorsqu'elle l'a enfin ouverte. Je suis fier de tous mes enfants, sauf du perdant assis à table. C'était le toast de ma mère, mot pour mot, le jour de la fête des mères, sa flûte de champagne levée haut et le reste de la table éclatant de rire comme si elle venait de lâcher la meilleure blague du siècle. J'étais le perdant. Je n'ai même pas bronché. Je l'ai juste regardé, les rides autour de sa bouche qui se crispaient toujours lorsqu'elle était sur le point de m'humilier, l'étincelle dans ses yeux qui disait « Oui, je sais ce que je viens de dire, et non, je ne le regrette pas » à ma sœur, Mélanie, a ricané dans son mimosa. Son mari, Greg, a frappé la table. Mon jeune frère, Aaron, s'est penché et a murmuré « Ne le prends pas mal, mec. C'est juste maman qui est maman. » Personne n'avait l'air mal à l'aise. Personne n'a pris la parole. Personne n'a dit « Eh, ça suffit. » J'étais invisible, mais seulement quand il le voulait. Quand les factures devaient être payées, quand la voiture de Mélanie avait besoin de nouveaux freins, quand Aaron avait besoin de payer son loyer juste cette fois-ci, je devenais soudainement la colonne vertébrale de la famille. Mais le jour de la fête des mères, j'étais la risée. Je n'avais pas prévu de faire une scène. Je n'avais pas prévu de faire ce que j'allais faire. Mais quelque chose a basculé en moi à ce moment-là, quelque chose de définitif. J'ai passé la main sous la table, j'ai sorti une boîte noire et je l'ai placée directement devant son assiette. « Bonne fête des mères », ai-je dit calmement. Elle l'a regardée, confuse, peut-être suspicieuse, certainement. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix soudainement prudente. Tout le monde s'est penché. « Tu verras », ai-je dit. Puis je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et je suis sorti de la maison. 10 minutes plus tard, j'étais dans son allée. J'ai ouvert la voiture de luxe que je lui avais offerte l'année dernière, la même dont elle se vantait auprès de son club de lecture, celle qu'elle disait à ses amis avoir été achetée par son enfant préféré. Elle ne leur a jamais dit que c'était moi. J'avais la deuxième clé. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti lentement, calmement, comme si j'allais faire une course. Elle a crié quand elle a ouvert la boîte. Je ne l'ai pas entendue, mais je l'ai imaginé vivement, sa voix stridente résonnant dans la maison, ses doigts parfaitement manucurés griffant les bords de la boîte, trouvant ce que je lui avais laissé, une seule photo, moi, à 10 ans, tenant une carte de fête des mères faite à la main et un bouquet de fleurs que j'avais acheté avec des pièces que j'avais économisées en sautant le déjeuner pendant une semaine. Au dos, c'était la dernière fois que j'ai pensé que j'avais de l'importance pour toi. C'est ainsi que tout a commencé. Non pas la guerre, mais les comptes. Pendant 2 semaines après la fête des mères, personne n'a dit un mot. Pas d'appel, pas de SMS, pas même un vague message Facebook de Mélanie, ce qui était étrange pour quelqu'un qui ne pouvait pas passer 20 minutes sans informer le monde de son état émotionnel ou de son smoothie aux choux frisés. Puis Greg a rompu le silence. Il m'a envoyé un message, « Et mec, cette histoire de voiture l'a vraiment bouleversé. Tu devrais peut-être t'excuser. » M'excuser ? Ils m'ont humilié devant une table pleine, exprès, on rit, et maintenant je suis censé me sentir mal d'avoir repris quelque chose que j'ai entièrement payé. Mais je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je voulais voir ce qu'ils allaient tenter ensuite. Et ils ont essayé. 3 jours plus tard, mon père a appelé. Non pas pour s'excuser, non pas pour demander comment j'allais, juste une phrase laissée sur la messagerie vocale, « Si tu as fini de te comporter comme quelqu'un qui cherche à attirer l'attention, nous aurions besoin d'aide pour les frais de scolarité d'Aaron. » J'ai tellement ri que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Aaron, le garçon en or, l'avenir de la famille, celui qui a juste besoin de temps pour trouver sa voie. Il cherchait sa voie depuis 6 ans. Pendant ce temps, je payais ses cartes de crédit et je lui envoyais de l'argent pour des manuels qu'il n'avait même jamais achetés. Je me suis dit que j'en avais fini. Je le croyais vraiment. Mais ensuite, j'ai fait l'erreur d'y retourner. Non pas pour eux, pour grand-mère. Son anniversaire, 83 ans, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé sans jugement. Elle vivait dans une petite maison juste à l'extérieur de la ville, où l'herbe semblait toujours fraîchement coupée et l'air sentait le thé bouilli et le savon. Elle ne m'a jamais rien demandé, elle m'a juste offert des bonbons à la menthe poivrée et des souvenirs. La fête était simple, amuse-gueule, chaise pliante,
nappe en plastique. J'avais presque oublié chez qui j'entrais jusqu'à ce que je l'entende. Ils étaient dans la cuisine. J'étais allé chercher de la glace. Je n'essayais pas d'espionner. Je me suis juste arrêté quand j'ai entendu mon nom. Mélanie, toujours aussi bruyante, il ne fait pas partie de la famille. C'est juste un portefeuille avec des sentiments. La pièce a éclaté de rire. J'ai entendu Greg glousser et dire, eh bien, les sentiments ne paient pas le loyer. Puis maman, ma mère, a soupiré, fatiguée et dramatique comme elle le faisait toujours quand elle voulait de la pitié. J'aimerais juste qu'il apprenne à prendre une blague. Il en fait toujours toute une histoire. Ce n'est pas comme si on l'avait forcé à nous donner quoi que ce soit. Et puis papa, le coup final. Il l'a fait pour se sentir important. Laissons-le se sentir petit pour une fois. Je suis resté là avec le seau à glace dans les mains, immobile, sans respirer. Il ne m'avait pas vu, pas encore. Quand je suis finalement entré dans la pièce, le silence est devenu total. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Pas d'excuses, pas de rire, juste de la culpabilité. Et puis la habituelle tentative de camouflage. Oh, te voilà. On parlait justement d'eux. Oui, ai-je dit, j'ai tout entendu. Mélanie a cligné des yeux. Maman a essayé de me prendre le bras. Ne déforme pas les choses, mon chéri. On était juste. Vous étiez juste en train de vous rappeler à quel point j'étais utile, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas. Message reçu. Je ne suis pas parti, pas tout de suite. Grand-mère n'avait pas encore eu son gâteau. Mais j'ai observé. J'ai observé comment personne ne m'a regardé dans les yeux pendant le reste de la soirée, comment Aaron m'a tendu une assiette comme s'il offrait un rameau d'olivier, comment Greg a essayé d'entamer une conversation sur le marché boursier comme si faire comme si de rien n'était allé réinitialiser le cours des événements. Il savait que j'avais mal. Il savait aussi que je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. Et cela les effrayait plus que tout. Mais ils n'en avaient pas fini. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel de ma banque. Un virement avait été tenté en utilisant un ancien compte joint que j'avais avec papa, un compte que nous avions ouvert quand je l'avais aidé à refinancer la maison 4 ans auparavant. Il était inactif. J'avais oublié son existence. Pas eux. J'ai appelé la banque, j'ai bloqué le compte, j'ai signalé la tentative. Puis je suis allé chez eux. Non pas pour les confronter, pour observer. Ils dînaient, des tacos à en juger par l'odeur. Je n'ai pas frappé. Je n'ai rien dit. Je suis resté de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, tandis que les fenêtres brillaient d'une chaleureuse lumière familiale. Je n'en faisais pas partie, mais j'en avais fait partie. Ils ne m'ont pas vu jusqu'à ce que Mélanie sorte pour sortir les poubelles. Elle s'est figée quand elle m'a vu, puis a souri comme si de rien n'était. « Tu fais encore dans le dramatique », a-t-elle dit. « Entre, c'est mardi tacos. » Je me suis approché d'elle, pas trop près, juste assez. « Vous avez essayé de me voler ?» ai-je dit. « Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez utilisé, vous m'avez humilié, et maintenant je suis censé sourire en mangeant des tacos ?» Elle a haussé les épaules. Les familles se disputent. Je me suis penché. Non, les familles se brisent. Puis je me suis retourné. Elle ne m'a pas suivi. Mais le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto, ne fais rien de fou. Tu le regretteras. Elle avait raison. J'étais sur le point de faire quelque chose de fou. Mais je ne le regretterai jamais parce que j'avais enfin vu la vérité, je n'étais pas leur famille. J'étais leur stratégie. Et ce jeu était terminé. Ils m'ont envoyé un message une semaine avant que cela n'arrive. Juste une phrase, tu nous manques. Faisons bien les choses pour la fête des mères cette fois-ci. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu 3 jours, puis j'ai répondu, d'accord. Un dîner. Juste la famille. Ils pensaient que je revenais en rampant, que la boîte noire et la voiture n'étaient qu'une crise de colère, qu'il suffisait d'un bon repas et de quelques mots chaleureux pour récupérer leur petit-fils marionnette. Je suis arrivé à 18h. La table était dressée comme toujours, bougies, serviettes pliées en cygne, verre à vin poli à la perfection. Ma mère portait le collier de perles que je lui avais offert. Mélanie portait une robe décolletée avec le même sourire suffisant. Greg était assis à côté d'elle comme son petit animal de compagnie fidèle. Mon père était assis au centre, comme sur un trône, comme s'il avait mérité quoi que ce soit.
Seul Aaron semblait vraiment nerveux. Nous sommes si heureux que tu sois venu, a dit ma mère. Tu nous as vraiment manqué. Et, peut-être que nous sommes allés trop loin la dernière fois. Ou peut-être pas assez loin, a marmonné mon père, les yeux baissés. Mais la famille est plus importante que la fierté, n'est-ce pas, a-t-elle ajouté rapidement. Ne gardons pas de rancune. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Elle a levé son verre. Ce soir, il s'agit de tourner la page. Je suis fier de tous mes enfants, même de ceux qui se sont perdus. Nous faisons tous des erreurs. Silence. Puis une voix dans le couloir, désolé, je suis en retard. Tout le monde s'est retourné alors que Rachel entrait dans la pièce. L'ex de Mélanie. Celle qu'elle qualifiait d'instable. Celle qu'elle jurait ruinerait sa vie. Celle sur laquelle elle avait menti pendant des années. Mélanie s'est figée à mi-gorgée. Qu'est-ce qu'elle fait ici, a-t-elle sifflé. Elle est là pour dîner, ai-je dit calmement. Avec la famille. Rachel s'est assise à côté de moi, élégante et posée, et a sorti une petite enveloppe de son sac à main. Elle l'a posée délicatement sur la table. J'ai gardé le silence assez longtemps, a-t-elle dit, mais j'ai été invitée ici pour dire la vérité. Mon père s'est penché en avant, prêt à grogner quelque chose, mais Rachel l'a devancé. Madame Harris, a-t-elle dit en regardant ma mère droit dans les yeux, en janvier, en buvant du vin, vous m'avez dit ceci à propos de votre fils, ses émotions sont sa laisse. Il paie quand il se sent coupable. Et ceci, il ne fait pas partie de la famille. Il est une stratégie. Je me suis tourné vers Mélanie. Et toi, ai-je dit, tu ne savais pas que j'étais derrière le mur du couloir quand tu as dit, laissons-le se sentir petit pour une fois. Mélanie a explosé la première. Elle ment. C'est un coup monté. Tu l'as amené ici pour nous tendre une embuscade. Tu recommences sérieusement? Tu as besoin d'aide. Tu veux parler d'aide, ai-je dit en la coupant. J'ai plongé la main dans ma veste et j'ai sorti un relevé bancaire imprimé. Voici un virement bancaire. 12 500 $ de mon compte au tien. Approuvé. Mais pas par moi. Je l'ai glissé sur la table. Ce n'est pas une erreur. C'est une fraude. Mon père s'est levé d'un bond. C'est une trahison, a-t-il aboyé. Nous sommes venus ici pour faire la paix et tu amènes cette vipère. Ma mère s'était mise à pleurer à ce moment-là, mais c'était le genre de pleurs que font les actrices dans les feuilletons télévisés, juste assez pour paraître tragiques sans ruiner leur maquillage. Je ne sais pas ce que tu attends de nous, a-t-elle murmuré. Je me suis levé. Je ne veux rien, ai-je dit. Ni vos excuses, ni vos appels, ni votre culpabilité. Je veux de la distance. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Je ne suis plus votre fils. Je suis votre conséquence. Puis j'ai sorti une dernière chose de ma veste, une enveloppe légale scellée. Ici, vous trouverez une résiliation officielle de tous les comptes joints. L'accès à mon entreprise, terminé. Mon nom sur la fiducie, mis à jour. Grand-père s'en est assuré avant de mourir. Mélanie retirée. Papa effacé. J'ai laissé tomber l'enveloppe devant le verre de ma mère. Voici votre héritage maintenant, le vide. Tout comme le respect que vous m'avez témoigné. Puis j'ai sorti une vieille photo, moi à 10 ans, tenant une carte faite à la main et un bouquet. La dernière fois que j'ai pensé que cela avait de l'importance. Je l'ai déchiré en deux, j'ai posé les morceaux sur la table et j'ai dit, un pour chacun de vous. Et je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Pas un mot. Juste un long silence haletant. À la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Leurs visages n'étaient pas en colère. Ils étaient anéantis. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai rien publié en ligne. Je n'ai pas fait de discours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et un tableur. Pendant 8 jours, je me suis assis avec un ami à moi, un comptable agréé, et nous avons établi une liste. Un audit complet. Non pas de leur vie, mais de la mienne. 14 300 $ pour les frais de scolarité d'Aaron, pour des semestres que j'ai payés jusqu'à ce qu'il s'installe. Il s'avère qu'il s'est très bien installé dans l'échec. 7 800 $, la voiture de Mélanie, un contrat de location à mon nom avec son nom sur les autocollants de pare-choc, jusqu'à ce qu'elle soit approuvée pour la sienne, a-t-elle dit. C'était il y a 3 ans. 2 400 $, frais médicaux pour maman,
une douzaine de quote-parts et de visites chez des spécialistes qu'elle avait réservées avec mon assurance en disant qu'elle s'en occuperait plus tard. Elle ne m'a même jamais demandé si j'avais une couverture à revendre. 18 000 $, virement direct, certains via Venmo, certains en espèces, certains par virement bancaire. Aide pour le loyer. Le frigo est tombé en panne. J'ai juste besoin de passer le mois. On pourrait penser qu'avec tout l'argent que je leur envoyais, ils vivraient comme des rois. Mais non, ils parvenaient toujours à avoir l'air pauvres et à parler comme des riches. 1650 $, cadeaux, fêtes, anniversaire inventé. Le lit que j'ai acheté à mes parents après que papa ait jeté l'ancien dans un accès de rage alcoolisé. Le week-end spa félicitations pour tes fiançailles, de Mélanie. Des courses. J'ai réussi mon premier cours, dîner de sushi. Tout cela enregistré, avec des reçus, des captures d'écran, des horodatage, même des impressions de SMS, peux-tu l'envoyer ce soir? Le propriétaire complique les choses. Si je demande à maman, elle va paniquer. Juste jusqu'à la semaine prochaine. Total, 44 150 $ et 47 cents. Pas un nombre symbolique, pas arrondi. Précis. Froid. Net. J'ai remis le dossier à mon avocat, un homme discret, brutal quand il le fallait. Nous étions allés à l'école ensemble. J'avais autrefois payé son cours de préparation au barreau. Il n'a jamais oublié cela. Voulez-vous le montant total, a-t-il demandé, ou leur laisser un peu de dignité? Chaque centime, ai-je dit. Pas d'intérêt, pas d'embellissement, pas de drame. Juste des faits. 4 jours plus tard, ils ont reçu les lettres, certifiées. Une à mon père, une à ma mère, une à Mélanie. Objet, dette familiale impayée. Ceci n'est pas une vengeance. C'est une conclusion. 6 juin, une ventilation vérifiée du soutien financier apporté entre 2016 et 2023. Total du 44 150 $ et 47 cents. Veuillez remettre le paiement intégral dans les 90 jours civils par virement bancaire certifié. Oliver Harris. Mélanie a craqué la première. Tu plaisantes. Tu comptes les cadeaux? Ces messages continuaient d'arriver. Tu as besoin d'aide, sérieusement. Tu es en train de ruiner cette famille. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé ces mots non lus et intacts. Mon père a appelé mon avocat, a essayé l'approche de la voix sévère. Nous sommes du même sang. Tu ne peux pas poursuivre ton propre père. Il n'a pas aimé entendre que c'est tout à fait possible, surtout quand on a des preuves et une base légale. Ma mère, elle n'a pas appelé. Elle a envoyé une lettre, écrite à l'encre cursive soignée, tachée à certains endroits où elle a dû s'essuyer les yeux. Je t'ai donné la vie. Je suis resté éveillé avec toi quand tu étais malade. J'ai prié pour toi. Et maintenant tu envoies des avocats? Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste de la culpabilité, utilisée comme une arme comme elle l'aimait tant. Le 21e jour, nous avons déposé des requêtes civiles officielles. Mélanie a déposé une demande reconventionnelle, alléguant un préjudice moral, prétendant que je l'avais manipulée pour qu'elle accepte de l'argent. Elle a perdu, lourdement. Le juge n'a même pas semblé impressionné, il a juste lu le registre des transactions, les SMS, les reconnaissances écrites. Il a rejeté sa requête en moins d'1 heure. Papa a refusé de répondre. 3 semaines plus tard, nous avons demandé un jugement par défaut. Une hypothèque légale, 2 avertissements de saisie-arrêt et un signalement sur son compte courant principal. Maman ne s'est pas présentée au tribunal, n'a pas présenté de réponse. Mais quand elle a essayé de payer ses médicaments à la pharmacie la semaine suivante, sa carte a été refusée. Ses prestations de retraite avaient commencé à être saisies, un pourcentage chaque mois, tout comme il m'avait pris des morceaux pendant des années. Et moi? Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas crié, je vous l'avais dit. Je n'en ai même pas parlé. J'ai juste regardé l'application bancaire au fur et à mesure que les paiements arrivaient. Mélanie a payé en premier, probablement pour arrêter l'hémorragie. Papa a payé en second, seulement après avoir réalisé que l'hypothèque ruinerait son crédit. Le paiement de maman a été le dernier. Elle a vendu son service à thé en argent, celui de son mariage. Je l'ai appris par un cousin qui a dit qu'elle avait pleuré en l'emballant. Je ne me suis pas senti justifié. Je me suis senti propre. Le 91e jour, je suis entré dans ma banque et j'ai retiré exactement 44 150 $ en espèces.
des billets de 100, de 50, de 20, soigneusement liés. Je les ai placés dans une boîte en métal noir mat, dont le fond était tapissé de velours, et j'ai ajouté une seule note sur le dessus, ce n'est pas de l'argent. C'est de la responsabilité. Je ne le leur ai pas envoyé. Je ne l'ai pas brûlé. Je l'ai placé dans un coffre-fort privé à mon nom. Non pas comme un trophée, mais comme un marqueur. La preuve que j'avais payé pour mon évasion. Ensuite, j'ai fait un don de $5000 à un organisme à but non lucratif qui soutient les adultes se remettant d'abus financiers familiaux. Ils m'ont envoyé un reçu par courriel et un court message de remerciement. C'était la seule gratitude dont j'avais besoin. Je n'ai pas fêté ça. Pas de nouvelle voiture, pas de toast, pas de micro lâché. Je me suis assis au même bureau où, 5 ans auparavant, j'avais sauté le dîner pour envoyer de l'argent à Mélanie pour son loyer, et je me suis murmuré, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais récupérer ma vie. Et maintenant, elle est entièrement payée. Je n'ai pas déménagé dans une autre ville. Je n'ai pas commencé une nouvelle vie à Bali, dans le Montana ou partout où les gens vont pour guérir. Je suis resté là où j'étais. Ce qui a changé, c'est tout le reste. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone ne vibrait pas d'urgence que je n'avais pas créé. Plus de SMS tard le soir d'Aaron demandant un petit coup de main. Plus d'appels manqués de maman qui n'était pas vraiment pour prendre de mes nouvelles. Plus de messages vocaux de Mélanie faisant semblant de vouloir juste discuter alors qu'en réalité elle avait besoin d'un dépôt. Le silence a été immédiat, et il était glorieux. Je n'avais pas besoin de bruit pour prouver que j'avais gagné. J'avais besoin d'absence pour prouver que j'avais échappé. J'ai commencé à mieux dormir, plus profondément. Mon appartement, pour une fois, restait propre parce que je ne courais pas pour réparer le chaos des autres. La nourriture avait meilleur goût. La musique semblait plus forte. Même l'air semblait plus facile à respirer. Je n'étais pas libre parce qu'ils avaient changé. J'étais libre parce que j'avais cessé d'avoir besoin d'eux. Puis les répercussions sont arrivées. Une vieille amie de la famille m'a arrêté devant un magasin. Son sourire était crispé. « Ta mère ne va pas bien. » J'ai pensé, peut-être. Je l'ai coupée du regard. Elle a réessayé. Tu sais, les familles se disputent, mais au fond. Non, ai-je dit. Au fond, c'est exactement là que j'ai enterré ça. Elle a cligné des yeux, a pris une inspiration et est partie. Un après-midi, j'ai sorti une boîte de rangement de mon placard, pleine de vieilles choses que je n'avais pas touchées depuis des années. À l'intérieur, des albums photos, des cartes, des décorations restantes. J'ai pris une photo de famille encadrée, la dernière que nous ayons jamais prise ensemble. Je souriais, mais mes épaules étaient voûtées. J'avais l'air d'un invité dans ma propre vie. Je l'ai jetée. Non pas par colère, mais en paix. La même semaine, j'ai emballé 3 meubles, la table basse que j'avais achetée pour mes parents, l'étagère que j'avais montée pour les livres d'Aaron, il ne les a jamais lus, et les chaises de salle à manger que j'avais données à Mélanie quand les siennes étaient cassées. Je les ai données à un refuge. Que quelqu'un d'autre s'assoie dessus maintenant, quelqu'un qui pourrait être reconnaissant. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai supprimé tous les numéros de mon téléphone qui leur étaient liés. Non seulement maman, papa et mes frères et sœurs. Les cousins qui n'ont rien dit, la tante qui s'est moquée de moi à table, l'oncle qui ne voulait pas prendre parti. Disparu. Je ne les ai pas bloqués. Je les ai juste effacés de mon avenir. Un mois plus tard, j'ai vu mon père dans un parking. Il chargeait des provisions dans le coffre de sa voiture, pas le SUV, bien sûr. Il était parti depuis longtemps. Il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux et s'est arrêté. Sa bouche s'est légèrement ouverte, peut-être pour parler, peut-être pour simuler un sourire. Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas ralenti. Et quand je l'ai dépassé, je n'ai même pas regardé en arrière. Ce silence, c'était la chose la plus forte que j'ai jamais dite. Une semaine après cela, j'ai vu Mélanie. Elle était assise à un café en plein air avec un homme que je ne connaissais pas, riant, gesticulant, jouant la comédie. Je ne sais pas si elle m'a vu, mais je l'ai vue et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas d'amertume, pas même de douleur. Juste de l'air. Comme si c'était une scène que j'avais déjà vue trop de fois. La dernière conclusion est arrivée discrètement. Je suis entré dans un café où je n'avais pas mis les pieds depuis l'année dernière, le même où, une fois, j'étais assis en face d'eux le jour de la fête des mères,
le jour où ils ont ri pendant que j'étais publiquement humilié. J'ai commandé du thé, je me suis assis près de la fenêtre. Même table, même chaise. Mais tout était différent maintenant. Il n'y avait pas de tension dans ma mâchoire, pas de douleur dans ma poitrine, pas de compte à rebours jusqu'à la prochaine insulte. J'ai regardé le siège en face de moi, celui où ils avaient l'habitude de s'asseoir, et pour la première fois, je ne les ai pas imaginés assis dessus. Il était juste vide. À moi. J'ai pris une gorgée, j'ai regardé dehors, j'ai souri. Ce siège me faisait mal autrefois. Maintenant, il est juste à moi. Ils sont restés les mêmes, mais pas moi. Et c'était suffisant.